Parmi les enfants de la reine Victoria, la princesse Helena Augusta Victoria est généralement la moins connue. Femme extrêmement discrète, la majeure partie de ce que nous savons sur la princesse Helena provient des journaux de sa mère. Elle était la fille oubliée de la reine Victoria, mais leur relation était encore plus complexe que ce que l'on imagine. La vie de la pauvre princesse Helena a commencé sous de mauvais auspices. Helena est née le 25 mai 1846, mais elle n'était pas exactement le bébé royal le plus robuste. Lorsqu'elle est venue au monde, elle était, comme son père l'a décrit, toute bleue, bien que la petite Helena ait fini par se rétablir grâce aux soins des médecins royaux de sa famille. Sa naissance a failli mettre à genoux l'une des femmes les plus puissantes du monde. Et qui était cette femme? Nulle autre que la formidable reine Victoria, la mère illustre d'Helena. Accoucher d'Helena fut si difficile que la reine, qui avait autrefois reproché à son mari de vouloir prendre plus de 2 jours pour leur lune de miel, a dû suspendre ses devoirs royaux pour se remettre de cette épreuve. Helena a grandi avec pas moins de 8 frères et sœurs royaux, et la rivalité entre eux était intense. Enfant, les frères d'Helena la taquinaient sans répit. Mais cette petite fille n'était pas une timide effacée. Si ses frères allaient trop loin dans leur moquerie, la douce princesse Helena réagissait en leur donnant un coup de poing directement sur le nez. Les querelles royales ne s'arrêtaient pas là. Si vous pensiez que sa relation avec ses frères laissait à désirer, attendez d'entendre parler de sa rivalité intense avec ses sœurs. Comme les autres princesses, Helena était polyvalente. Elle jouait du piano, avait un talent pour le dessin, montait à cheval, et à l'insistance de son père, elle apprit à cuisiner, nettoyer et travailler la terre. À bien des égards, elle était l'une des enfants les plus talentueux de la reine. Du moins, jusqu'à l'arrivée de sa jeune sœur. Le roi et la reine ont accueilli la petite princesse Louise dans leur famille avec beaucoup de joie. Mais pour la princesse Helena, Louise devint une véritable épine dans le pied. Non seulement Louise lui ravit sa place de benjamine de la famille, mais il devint rapidement évident que les talents de Louise surpassaient ceux d'Helena. La pauvre Helena fut bientôt éclipsée par Louise et ses autres sœurs, et une tragédie familiale ne fit qu'aggraver la situation pour Helena. Le 14 décembre 1861, Helena reçut une nouvelle dévastatrice qui changea sa vie à jamais. Son père bien-aimé, le prince Albert, perdit la vie à cause de la fièvre typhoïde. Toute la famille d'Helena pleura profondément, Helena écrivant à une amie « J'adorais papa. Je l'aimais plus que tout sur terre. Il était mon aide et mon conseiller. Ces heures étaient les plus heureuses de ma vie. Mais maintenant, tout est fini. » Ce que fit sa mère ensuite rendit le chagrin d'Helena encore plus difficile à supporter. Dans son deuil, la mère d'Helena ordonna à Helena et au reste de ses sœurs de quitter Windsor. L'ensemble de la maison royale déménagea à Osborne House, où ils entamèrent une période de deuil et d'isolement du public. En cette période de chagrin, Helena aurait dû pouvoir compter sur sa famille pour trouver du soutien, mais leur relation dysfonctionnelle rendit cela impossible. Au contraire, les actions de sa mère rendirent Helena encore plus seule. Sans le soutien de son mari, la reine s'appuya uniquement sur la princesse Alice, la sœur aînée d'Helena, comme secrétaire officieuse. La princesse elle-même avait besoin d'aide, et en tant que suivante dans l'ordre d'âge, Helena était le choix évident. Sa mère n'était pas d'accord, jugeant Helena trop inadaptée en raison de sa tendance à fondre en larmes. Pour ajouter l'insulte à l'injure, la reine choisit la sœur cadette d'Helena, Louise, comme assistante à sa place. Laissée seule, Helena se retrouva bientôt dans un monde de problèmes. Isolée de sa famille dans sa propre maison, il n'est pas surprenant qu'Helena ait cherché l'amour et l'affection ailleurs. Malheureusement, Helena trouva cette affection en la personne de Karl Ruland. Cette romance était vouée à l'échec dès le départ. Non seulement Ruland était l'ancien secrétaire particulier de son père, mais il était environ 13 ans plus âgé qu'elle.
Lorsque la mère d'Helena découvrit cette liaison en 1863, elle entra dans une colère noire. La mère d'Helena renvoya immédiatement Ruland et le renvoya en Allemagne. Helena fut probablement dévastée par la nouvelle, mais ses souffrances ne faisaient que commencer. Sa mère, très chère, décida alors que la meilleure façon de tenir l'adolescente royale hors des ennuis était de la marier au plus vite. Bien sûr, c'est la mère d'Helena qui allait choisir son mari. Mais Helena faisait face à un certain handicap pour trouver le partenaire idéal. Selon la propre biographe de la princesse Helena, elle était trapue, terne et avec un double menton. En d'autres termes, elle n'était pas exactement l'image féerique d'une princesse. Être une enfant du milieu rendait également difficile la conclusion d'une bonne alliance matrimoniale. Helena avait déjà une tonne de facteurs incontrôlables contre elle, mais sa mère ajouta une condition supplémentaire qui rendait le mariage d'Helena difficile à accepter. Voyez-vous, la mère d'Helena avait marié sa sœur aînée en 1862, ce qui força Helena à endosser le rôle de secrétaire officieuse de la reine. À la surprise de sa mère, Helena excella dans son travail et se révéla être une excellente compagne pour la reine. En conséquence, la mère d'Helena stipula que tout homme souhaitant épouser Helena devait emménager avec elle. Comme vous pouvez l'imaginer, très peu d'hommes répondaient à ces critères stricts, et celui qui le fit déchira involontairement la famille royale. L'homme choisi pour Helena était le prince Christian de Schleswig-Holstein. Ce mariage posait plusieurs problèmes. Le prince Christian était assez pauvre. Il était beaucoup plus âgé qu'Helena, et les duchés de sa famille étaient disputés par la Prusse et le Danemark. La sœur aînée d'Helena, la princesse héritière, soutenait ce mariage, tandis qu'Alice s'y opposait ouvertement. Elles n'étaient pas les seules à se disputer au sujet de ce mariage proposé. Alexandra du Danemark, la belle-sœur d'Helena et fille du roi du Danemark, était particulièrement outrée par ce mariage. Elle estimait que les terres en litige appartenaient à son père. Pour la belle-sœur d'Helena, la décision de la reine de marier Helena à Christian était rien moins que scandaleuse. Inutile de dire que le mariage d'Helena avec Christian fut un énorme scandale politique. Mais qu'avait à dire Helena elle-même à ce sujet? Malgré la différence d'âge, tout le tumulte politique et le drame familial causé par ce mariage proposé, Helena et Christian étaient heureux. Lorsqu'Helena rencontra son futur mari, elle le trouva plaisant, distingué, calme et raffiné. Helena et sa mère convinrent que ce mariage était parfait. Le mariage eut lieu, mais il ne fit rien pour améliorer la position d'Helena au sein de la famille royale. Le mariage d'Helena, le 5 juillet 1866, fut un désastre. Édouard VII, son frère aîné et mari d'Alexandra, faillit ne pas se présenter au mariage en signe de protestation. Ensuite, l'un des invités eut une crise de goutte soudaine, et pour couronner le tout, un autre invité royal commenta qu'Helena semblait épouser un oncle âgé. Ce n'était pas exactement un début prometteur pour leur nouvelle vie ensemble, et la fracture au sein de la famille ne fit que s'élargir. N'importe quel mariage ordinaire aurait succombé face à tout ce drame familial. Mais Helena et son nouveau mari défièrent toutes les attentes en ayant un mariage relativement paisible. Helena et Christian se dévouèrent entièrement l'un à l'autre, et la princesse Helena, considérée comme la candidate au mariage la moins désirable des filles de la reine, trouva en grande partie son bonheur, si seulement sa mère pouvait arrêter de tout compliquer. Bien qu'Helena ait promis de rester proche de la reine après son mariage avec Christian, tenir cette promesse était presque impossible. 1 an après son mariage avec Christian, Helena tomba enceinte. Jonglant avec les responsabilités d'être la meilleure amie secrétaire personnelle de sa mère, et les devoirs d'être une épouse, ainsi que la tension physique d'être enceinte, devint trop lourde à porter, et son corps commença à lui faire défaut. Comme sa mère, Helena eut de nombreux enfants en succession rapide. Elle donna naissance à Christian Victor en 1867, suivi d'Albert en 1869, Helena Victoria en 1870
et Mary Louise en 1872. Être constamment enceinte était difficile pour le corps d'Helena. Ajoutez à cela sa santé défaillante, et il n'est pas surprenant qu'Helena soit constamment malade. Sa mère n'était pas exactement compatissante face à cette situation. Loin d'éprouver de l'empathie pour Helena, la reine l'accusa, en réalité, de hypocondrie, qu'elle prétendait être encouragée par Christian. Helena avait pourtant de bonnes raisons de s'inquiéter constamment de sa santé. Entre 1869 et 1871, Helena souffrit de crises de maladies, incluant des rhumatismes, des douleurs articulaires et une grave congestion pulmonaire. De plus, un problème de santé plus grave et sinistre s'avéra être le plus préoccupant de tous. En plus de ses nombreux problèmes de santé, Helena souffrait d'une dépendance aux substances. Ses substances de prédilection étaient l'opium et le laudanum, prescrits par un médecin. Malgré sa dépendance, Helena tenta de se construire une vie loin de la cour et de sa mère autoritaire. Être loin de sa mère donna à Helena un peu de répit, mais sa vie n'était pas à l'abri des malheurs. Le 12 mai 1876, Helena et son mari accueillirent dès 10 ans le bébé Harold, leur 5e enfant, dans leur vie. La joie d'Helena fut cependant de courte durée. Le bébé Harold ne vécut que 8 jours. 1 an plus tard, une nouvelle tragédie frappa Helena. Le 7 mai 1877, Helena donna naissance à un enfant mort-né. Le choc de perdre 2 enfants coup sur coup stupéfia Helena. Sans surprise, Helena, accablée de chagrin, devint assez désagréable à côtoyer. Selon la reine, Helena devint susceptible et irritable en raison de sa mauvaise santé. Cela n'était pas surprenant. Après tout, Helena venait de perdre 2 enfants, mais la réaction désemparée d'Helena face à sa maladie était carrément déchirante. Elle refusa de faire quoi que ce soit pour sa mauvaise santé, laissant essentiellement son sort entre les mains du destin. Finalement, le destin porta un nouveau coup à la famille d'Helena, mais la tragédie qui en résulta était inédite pour elle. Le 14 décembre 1877, la sœur d'Helena, Alice, perdit la vie à cause de la diphtérie. Bien que la sœur d'Helena se soit initialement opposée à son mariage avec Christian, Alice fut celle qui convainquit Édouard de se présenter au mariage d'Helena. Les deux avaient leurs différends, mais elles se soutenaient quand cela comptait le plus. Alice s'inquiétait particulièrement de l'influence de leur mère sur Helena. Et il s'avéra qu'Alice avait toutes les raisons de s'inquiéter pour sa sœur. Alors qu'Helena se remettait de ses pertes horrifiantes, elle commença à se concentrer davantage sur son mari et ses enfants, et par conséquent, elle passa encore moins de temps avec sa mère. La reine, qui avait spécifiquement arrangé ce mariage pour qu'Helena passe plus de temps avec elle, était véritablement agacée. Cela n'aidait pas qu'Helena commence à développer une passion pour quelque chose qui scandalisait complètement sa mère. Helena s'intéressa grandement au mouvement des droits des femmes. Contrairement à sa mère, qui ironiquement détestait cette idée, Helena milita activement pour les droits des femmes et mit tout le poids de son titre royal derrière de nombreuses causes qu'elle soutenait. Les soins infirmiers et la broderie étaient 2 idées particulièrement centrées sur les femmes qu'Helena soutenait, menant à la création d'une organisation qui lui tenait particulièrement à cœur. En 1887, Helena devint présidente de l'Association des infirmières britanniques. En tant que présidente, Helena soutint l'idée radicale de créer un registre des infirmières afin d'améliorer l'éducation et le statut de ces femmes dévouées et altruistes. Helena ne se contentait pas d'être présidente de nom seulement. Quand certains membres s'opposaient à ses idées, elle n'hésitait pas à les faire taire. En matière de leadership, Helena suivait l'exemple de sa mère. Elle dirigeait les organisations qu'elle présidait avec une efficacité brutale. Quand quelqu'un remettait en question ses ordres, Helena répondait simplement « C'est mon souhait, cela suffit ». En public, Helena rayonnait de pouvoir et de confiance. Personne ne savait qu'en privé, Helena endurait une agonie incroyable.
En 1894, sa dépendance à l'opium était hors de contrôle. Les choses les devinrent si graves que même sa mère le remarqua et s'inquiéta énormément. Le mari d'Elena finit par supplier le médecin de la sevrer de cette habitude. Quand Elena le découvrit, elle fut absolument furieuse. Incapable de faire face sans son opium, Elena exigea que le médecin lui fournisse encore plus de drogue. En réponse, il la coupa net. Bien sûr, Elena tomba gravement malade à cause du sevrage et se plaignit même de perdre la vue. Finalement, avec l'encouragement de sa sœur aînée, Elena surmonta sa dépendance à l'opium. Ce fut une réalisation personnelle incroyable pour Elena. Mais un événement familial tragique coupa court à sa célébration. En 1900, le fils aîné d'Elena était un jeune homme très ambitieux. Déterminé à se tailler une place dans le monde, le fils d'Elena rejoignit l'armée britannique, participa à des combats et finit par devenir major. Inutile de dire qu'Elena était extrêmement fière de son fils aîné et ne pensa rien de particulier lorsqu'il partit pour une nouvelle aventure en Afrique du Sud. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce serait la dernière fois qu'elle verrait son fils. Le 25 octobre 1900, la mère d'Elena reçut un télégramme inquiétant. Le fils aîné d'Elena avait contracté la malaria en Afrique du Sud et était gravement malade. 5 jours plus tard, Elena reçut un second télégramme, mais la nouvelle, cette fois, était bien pire. Son fils avait perdu la vie à cause de la maladie. Elena parvint à supporter cette terrible nouvelle relativement bien, mais sa mère, non. La mère d'Elena, déjà très âgée à ce moment-là, ne prit pas bien la nouvelle du décès de son petit-fils. Sa santé déclina rapidement. Elena et Béatrice, sa sœur cadette, passèrent leur journée au chevet de leur mère, regardant leur mère dépérir. Le 22 janvier 1901, la mère d'Elena respira son dernier souffle. Une nouvelle ère commença avec le décès de la reine, mais pour Elena, le décès de sa mère signifia plus de drames familiaux et de calamités personnelles. 1901 ne fut pas une bonne année pour la famille d'Elena. Sa sœur aînée, la princesse héritière, avait 60 ans et était elle-même extrêmement malade. Elena reçut de nombreuses lettres graphiques de sa sœur malade, décrivant la douleur atroce qu'elle ressentait constamment, mais elle pouvait faire peu pour l'aider. En août de cette année-là, la douleur fut trop forte pour la sœur d'Elena, et la maladie lui ôta la vie. Les frères et sœurs d'Elena disparaissaient de sa vie un par un, mais la perte d'Édouard la toucha particulièrement durement. Avec le décès de la mère d'Elena, un nouveau monarque arriva, Édouard VII, accompagné de sa femme, Alexandra du Danemark. Le frère d'Elena ne maintenait pas de lien étroit avec elle, et la jalousie extrême de sa femme envers la famille royale n'encourageait pas vraiment une relation fraternelle proche entre elle et Édouard. Alexandra était également toujours furieuse contre Elena pour avoir épousé Christian, et elle s'assura de frapper Elena là où ça faisait mal. À travers toutes les douleurs et souffrances qu'Elena endura au cours des dernières années, elle parvint tout de même à assumer ses fonctions de présidente du service de soins infirmiers de l'armée. Alexandra, en devenant reine, développa un intérêt soudain et suspect pour les soins infirmiers et insista pour remplacer Elena comme présidente. Les choses entre Elena et la nouvelle reine devinrent rapidement très tendues. Cette proposition creusa un fossé profond entre Elena et Alexandra, et, par conséquent, rendit la relation d'Elena avec son frère aîné encore plus difficile. Malheureusement, Elena n'avait pas grand-chose à dire sur la question. Conformément à son rang, elle démissionna de son poste et passa les rênes à Alexandra. Toujours fidèle à son devoir de princesse, Elena continua à soutenir la monarchie, mais elle ne servit pas le nouveau roi seul. Elena n'était pas le seul membre de la famille à souffrir de dépendance. Son frère aîné et roi nouvellement couronné, Édouard VII, fumait comme une cheminée, et cela finit par le mener à sa tombe. Le 6 mai 1910, après seulement 9 ans de règne, le frère d'Elena
subit plusieurs crises cardiaques et trouva la mort. 4 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclata en Europe, et la famille d'Helena fut une fois de plus plongée dans des conflits personnels. Comme son fils aîné, Albert rejoignit l'armée, mais pas l'armée britannique. Au lieu de cela, le fils d'Helena était dans l'armée prussienne. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, le fils d'Helena travailla sous les ordres des Allemands, combattant du côté opposé à Helena et à sa patrie. Coupée de son fils, Helena ne pouvait que attendre la fin de la Première Guerre mondiale, qui lui apporta une autre nouvelle choquante. Aucun des enfants d'Helena n'avait eu d'enfant, et en 1917, Helena s'était résignée à ne jamais devenir grand-mère. Mais tout cela changea lorsqu'Albert admit avoir eu une liaison secrète qui donna naissance à une fille nommée Valérie Marie. Bien qu'il n'ait jamais révélé l'identité de la mère de la fillette. De la manière la plus déchirante possible, Helena avait maintenant une petite fille. Helena avait besoin de quelque chose pour détourner son esprit d'Albert et de son scandale. Et malgré son âge avancé, Helena passa la Première Guerre mondiale dans une frénésie d'activité. Sa passion pour les soins infirmiers ne s'estompa jamais, et elle était plus pertinente que jamais. Elle passa une grande partie de la Première Guerre mondiale à visiter autant d'hôpitaux qu'elle le pouvait. Elle remontait le moral des gens, et son amour pour les œuvres caritatives la rendit extrêmement populaire auprès du peuple. Elle célébra même son 50e anniversaire de mariage avec son mari au milieu de la Première Guerre mondiale. Ironiquement, le mariage controversé d'Helena fut le plus durable de tous ceux de ses frères et sœurs. Cela ne signifiait pas que son mari était parfait pour autant. Voyez-vous, le mari d'Helena ne fit jamais rien de substantiel pour la famille royale britannique. Était-il un bon père? Oui. Un excellent mari? Bien sûr. Un membre utile de la monarchie britannique? Pas vraiment. Même après des années à vivre avec la famille d'Helena, le mari d'Helena fit peu pour aider la princesse dans ses devoirs royaux. Mais cela ne rendit pas ce qui suivit moins douloureux pour elle. En 1917, après des années et des années de mariage, le mari d'Helena perdit la vie à l'âge de 86 ans. Cela en soi était déjà assez tragique. Mais pour Helena, le cauchemar ne faisait que commencer. Non seulement elle perdit son mari, mais les autorités tentèrent de l'expulser de ses 2 résidences, Schomberg House et Cumberland Lodge. En raison des coûts d'entretien de ses foyers, c'était, pour le dire doucement, une manière terrible pour Helena de passer les dernières années de sa vie. Au printemps 1923, Helena fut victime d'une maladie qui marqua sa fin, l'influenza. À la fin du mois de mai, la princesse âgée subit une crise cardiaque et s'éteignit au matin du 9 juin 1923. Après son décès, les biographes écrivirent peu sur cette princesse extrêmement discrète et secrète. La majeure partie de ce que nous savons sur elle provient de sa mère, et l'opinion de sa mère à son sujet était parfois injustement cruelle. Lorsque les biographes mentionnaient Helena, ils critiquaient souvent son apparence et sa personnalité. Bien qu'Helena et certains de ses autres frères et sœurs royaux aient pris du poids, ces critiques pourraient ne pas être entièrement justes. Après tout, beaucoup de ces remarques acerbes concernant Helena provenaient des lettres et journaux de sa propre mère. Les biographes ultérieurs prirent simplement les mots de sa mère pour vérité. Mais Helena était loin d'être l'individu timide et discret que ses biographes dépeignent. Malgré ce que les autres pensaient d'elle, le statut royal d'Helena en faisait une personne désirable à côtoyer, et Helena sut en tirer parti. Lorsqu'Helena eut besoin de promouvoir son école royale de broderie nouvellement créée, elle organisa des thés à l'école pour les dames de la société qui voulaient être en sa présence royale. La présence de tant de femmes célèbres à l'école suscita avec succès un engouement et un intérêt pour l'école, qui reste active à ce jour. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous.
N'oubliez pas de visiter notre page principale Factornet pour plus de faits and